Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, fêtons ensemble les 70 ans d'un film cultissime, largement vénéré depuis des décennies et analysé par beaucoup de personnes. Fenêtre sur cour donc, ou Rear Window en version originale, sorti en 1954, bien évidemment réalisé par Monsieur Alfred Hitchcock, peut-être l'un de ses plus grands métrages, ou pas, je ne sais pas, et avec au casting dans le rôle principal, James Stewart, peut-être un de ses meilleurs rôles, ou pas, je ne sais pas. En même temps, Hitchcock et Stewart, ils ont tellement d'œuvres marquantes à leur crédit que c'est difficile de choisir. À ses côtés, Grace Kelly. Alors, est-ce que c'est son premier rôle chez Hitchcock? Je sais que la même année, il y a eu Le Crime était presque parfait, mais bon, ça doit se jouer à quelques semaines ou mois après. Il y a aussi Wendell Corey qui joue le policier qui vient aider. Je fais ça parce que c'est amusant. Il n'est pas d'une grande utilité, mais il est là quand même. Enfin, si, à la fin. Bref, l'ami détective qui vient épauler notre cher héros. Thelma Ritter aussi présente, qui joue l'infirmière. Et alors, l'antagoniste principal est interprété par Raymond Burr, plus connu peut-être pour ses rôles dans des séries telles que L'Homme de Fer ou Perry Mason. Mais voilà, là, c'est, je pense, sa participation la plus marquante dans l'histoire du 7e art pour lui personnellement. Alors, l'histoire est assez simple, hein. C'est presque un huis clos en fait. Oui, c'est un huis clos qui se déroule dans le quartier de Greenwich Village, résidentiel, donc un groupe d'appartements comme ça, enfin d'immeubles, et on quitte jamais ce lieu, un peu circulaire comme cela. Et pour le coup, huis clos total pour notre personnage principal, Jeffries, de son nom complet, qui est photographe et qui est encore pour au moins une semaine bloqué dans un fauteuil roulant parce qu'il s'est cassé une jambe alors qu'il faisait un reportage sur un circuit automobile, bref. Et il s'ennuie, il fait chaud en plus, c'est l'été, et donc il n'a pas grand chose à faire si ce n'est discuter avec son infirmière ou voir sa petite amie débarquer. Il faudra revenir sur le rôle de la petite amie jouée par Grace Kelly quand même, parce qu'on en oublie presque que c'est très important. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui. Voilà, il voit les voisins d'en face. Et il se fait ses petites scénettes comme cela pour passer le temps. En gros, il regarde pas la télé, il regarde les voisins en face. Faut dire que 1954, la télé, c'était pas encore garanti. Hein. Voilà, donc il a ses images à lui, devant lui, et il en fait un peu ses scénarios. Et ça aussi, c'est très important. Jusqu'au jour où il voit un homme qui a une attitude bizarre et de nuit transporte une valise comme ça, c'est très louche, entre 2h et 3h du matin, alors que entre temps il s'assoupit, Jeff, et puis il se réveille. Vous voyez déjà le point de vue un peu partiel, parce que le spectateur, nous, de cinéma, nous n'avons que le point de vue de ce personnage, donc Hitchcock s'en amuse, et donc il imagine que cet homme, qui s'appelle Lars Forward, pourrait avoir tué sa femme, parce que la femme, on la voit plus après, donc un truc très étrange. Et il va mener sa petite enquête, quand même. Il appelle un ami détective, mais celui-ci ne peut rien faire. C'est que des suspicions vagues. Il n'a pas de mandat et tout. Et il en parle à son infirmière, Elisa, qui au début ne sont pas très réceptives. Puis elle lui reproche un peu de trop se mêler de ce qui ne le regarde pas aussi. Mais très vite, elles vont se mêler au jeu. Et donc, de simples spectateurs, notre cher Jeff va se transformer presque en réalisateur, scénariste lui-même. Et ça, c'est hyper passionnant. Bon. Évidemment, là, je pose cela ainsi, hein, tout a déjà été dit, redit hein, au sujet de ce film. Je vais donc donner mon ressenti personnel et ma très maigre et humble analyse, donc je ne vais rien apporter d'autre, si ce n'est mon regard personnel. Déjà, première chose, c'est la troisième fois que je le vois quand même, ça y est. C'est pas que j'ai eu du mal, j'ai vraiment apprécié les 2 premières fois, mais c'est ce genre de film que je ne mettais pas dans le top 5 de son réalisateur, alors que pour beaucoup c'est top 3 voire top 1. Bon, après c'est très personnel. Hein. Et là, limite, je me suis dit, en le voyant une 3e fois, il était temps, en fait, que je prenne totalement possession de cette œuvre, qui est dans un dispositif hitchcockien, qui a un concept pur et absolu par rapport on va dire, à sa relation qu'il a avec le spectateur, nous, de cinéma. Ça en est tellement fou et vertigineux dans le côté méta mise en abîme, que ça peut désarçonner. C'est vrai que les 2 premières fois, en fait, j'avais trop regardé le film en mode scénaristique, est-ce que c'est lui qui a vraiment tué sa femme, et en fait, ça, on s'en fiche complet. Vous voyez, c'est qu'en gagnant de l'expérience dans notre cinéphilie, on voit les choses un peu autrement. Et que les premières fois, avec pas un background assez suffisant, on peut passer à côté de l'essentiel. Après,
On peut très bien le voir premier degré par rapport à l'enquête et est-ce que c'est vraiment lui qui a tué sa femme, hein, et l'apprécier ainsi. Mais le film, il va tellement ailleurs que, en fait, l'essentiel, il est dans le discours que Hitchcock opère avec celui qui regarde son film. C'est ça, en fait, l'image totale du cinéma de Hitchcock, c'est qu'il a toujours voulu titiller le spectateur avec des faux semblants, des twists, certes, mais aussi le rapport au regard, souvent, bon, Psychose, hein, de toute façon, aussi. Mais pas que, Vertigo, enfin, le rapport à ce qui est sous nos yeux, et est-ce que c'est vraiment la vérité, hein. Et le cinéma, ce qu'on a sous nos yeux, c'est pas la vérité, ou pas, c'est la vérité 24 fois par seconde, comme disait Godard. Bah là, on est en plein dedans. Alors, c'est plutôt Truffaut que Godard, qui appréciait vraiment beaucoup Hitchcock, mais bon. Et là, on a un exemple parfait de ce qu'est le cinéma, et de comment un réalisateur peut questionner son spectateur sur ce qu'il voit à travers un personnage qui est spectateur de facto. Tout en ayant une deuxième lecture, parce qu'il y a deux lectures pertinentes avant même l'enquête en elle-même. Savoir si l'autre a tué sa femme ou pas, ça s'en fiche. Une résolution à la fin, mais j'en parlerai même pas. C'est qu'il y a aussi un regard, pour le coup, sur la société américaine post-Seconde Guerre mondiale. À une époque où il y avait la guerre froide qui était large, hein, il y avait le macartisme, il y a plein de choses, donc l'idée d'espionner, de se méfier ou d'imaginer des histoires sur les gens qu'on ne connaît pas, et que ça peut créer des problèmes. C'est exactement ça aussi. Je pense que Hitchcock, il est très très critique envers cela ici, sur cette œuvre, évidemment. Donc, là, on est dans du pur, on va dire, travail de 7e art absolu. Et évidemment, ce qui est très fort à analyser, et puis la caméra le fait, Hitchcock le fait avec son montage, la façon dont il filme les choses, c'est que nous sommes, nous, Jeff Jeffries, donc, interprété par James Stewart, dans le sens où nous sommes, alors, si on regarde le film au cinéma, bien sûr, tranquille, ou même chez soi, posé, bloqué, blotti dans notre fauteuil, on ne peut pas bouger, on est immobilisé, hein, en salle obscure, tu ne peux pas bouger. Voilà, tu peux aller aux toilettes si tu veux, mais c'est dommage. En plus, le film fait moins de 2 heures, hein, tu peux te retenir, quoi. Clin d'œil. Non, mais sérieusement, voilà, tu es là, et tu prends ce que tu vois. Et donc, tu joues un peu au démiurge, mais un démiurge qui a que son point de vue et qui, en fait, va se faire berner. Ou pas. Après, c'est le jeu d'Hitchcock sur le final. Est-ce qu'on est vraiment berné jusqu'au bout ou pas? Est-ce que le personnage de Jeff Jeffries a raison ou tort? Ça, c'est pas grave. On peut s'amuser sur l'ironie, le côté presque comique de la situation jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène d'ailleurs. Qui propose peut-être une forme de statu quo intéressant, mais ça, c'est plutôt sur la relation qu'il a avec sa copine Lisa. Bref, c'est-à-dire que voilà, il est d'abord spectateur, et puis il s'ennuie, donc... première scène qu'on voit, c'est les stores qui se lèvent comme ça, et ils regardent la cour, les appartements en face, voilà, et il va observer, malgré lui, hein, d'abord, et puis réfléchir sur ce que ces gens pourraient vivre. Voilà, après, vous avez toute la panoplie ici de la middle class à l'américaine, voilà, avec des couples, un couple qui vient de se marier, des gens solitaires, notamment Miss Lonely Heart qui a 40 ans et toujours célibataire, il y a le compositeur qui a l'air un peu déprimé, et puis vous avez ce couple dont, avec ce personnage qui pourrait peut-être tuer sa femme. Donc vous avez tout ici un microcosme, et à un moment, il voit ce qu'il ne doit pas voir, parce que comme il s'ennuie, qu'il dort un peu n'importe comment et n'importe quand, il se réveille la nuit, il voit des trucs qu'il ne doit pas voir, avec le jeu d'obscurité et d'ombre, qui va avoir un écho à la fin, parce qu'à la fin, il y a un magnifique jeu d'ombre avec, évidemment, des flashs comme ça qui essayent d'éclairer la vérité, mais la vérité, oui, la vérité, peut-être à la fin, on l'a finalement quand même. C'est ça qui est très amusant dans un film comme ça, qu'on aurait pu imaginer se terminer autrement. Mais non, il fallait que ça aille au bout du délire quand même. Et donc, ouais, spectateur absolu qui se rêve tellement... voilà, qui s'obsède et qui se fascine par ce qui se passe, qui va se persuader à un moment qu'il a raison, que donc cette personne en face a tué sa femme et que derrière il va enquêter. Et c'est là où il écrit son propre scénario et qu'il devient même son propre réalisateur de son obsession, en utilisant notamment sa petite amie, alors l'infirmière aussi, qui pourtant les deux femmes au début, elles n'étaient pas du tout dans la même perception des choses, mais il arrive à les avoir comme un réalisateur, comme Hitchcock a réussi à le faire souvent avec ses actrices, et malheureusement parfois avec des dommages collatéraux très importants. Donc vous voyez, il y a aussi ça. C'est très intéressant ça, hein, vous voyez l'idée? Et que donc il arrive à utiliser notamment Lisa comme actrice de son scénario pour aller découvrir les choses. Et il ne contrôle rien. À un moment, il redevient spectateur impuissant dans sa chaise de cinéma, après avoir été dans sa chaise de réalisateur à observer de loin. Hein. Il utilise... longue vue à un moment quand même, on voit, il filme quoi, hein, grosso modo c'est ça. C'est-à-dire que c'est génial de voir que le personnage de James Stewart c'est à la fois le spectateur et Hitchcock. À un moment,
il y a aussi peut-être ce critique indirecte de Hitchcock, comme quoi, voilà, vous, spectateurs, vous êtes autant de réalisateurs potentiels qui aimeraient vous faire votre propre film quand vous allez voir un film, et après vous sortez de là, vous n'êtes pas content, ah, j'aurais aimé que ce film fasse ça, et puis il n'y a pas ça, ça m'a pas plu parce que ça, et ben voilà, il nous donne ça, et puis à la fin, il nous ramène à la position de spectateur quand même, hein, pour dire, hey, c'est moi le patron. C'est ce que Hitchcock fait avec cette fin d'ailleurs, c'est moi le patron, vous vous attendez pas forcément à cette fin-là, c'est peut-être même décevant en soi, comme fin, mais c'est moi qui décide, et puis c'est tout, et c'est ça qui est encore plus fort. Donc, sur l'aspect mise en abîme, méta, montage alterné aussi, à un moment, voilà, quand Lisa monte dans l'appartement, l'impuissance absolue, il y a presque une forme de split screen, mais avant l'heure, il n'y a pas de split screen, mais dans le montage, comme ça, pouf, pouf, tu vois l'idée qu'il y a deux actions presque, voilà, qui se superposent en même temps, et c'est super bien géré. De toute façon, l'idée, tout ce qui est petit travelling, point de vue, il y a évidemment filmé depuis la longue vue, et puis de façon champ contre champ, tout ça perpétuel, nous ramène évidemment toujours à travers les regards de l'obsessionnel voyeur que devient quand même James Stewart. Donc là, il devient l'américain moyen qui s'obsède, qui a peur, qui est parano, qui regarde parce qu'il se méfie, il épie. Voilà. Et puis il y a une autre lecture aussi, c'est que voilà, c'est comme s'il regardait plusieurs histoires dans plusieurs écrans de télé, plusieurs scènes de théâtre, si vous voulez, et il se fait un petit peu, voilà, limite il prend les pop-corn et il regarde, quoi. Donc c'est l'ultime voyeurisme humain qui est ici questionné par Hitchcock. Et quand on va voir du cinéma, on est un peu voyeur aussi, de toute façon. Et oui, donc l'idée c'est que on est remis à notre place, immobile, vissé sur notre siège, à l'image de Jeff, voilà. Si vous voulez. Et puis il y a sa relation avec Lisa, c'est une femme d'un autre monde pour lui en plus, elle est d'une classe plus haute, elle travaille dans la mode, un peu sophistiquée si on veut. Il a des rêves qu'elle ne partage pas avec lui, et on sent qu'il y a impossibilité, d'ailleurs il veut pas l'épouser, elle veut, mais lui il veut pas, parce que c'est un aventurier, dans le sens d'ailleurs il est très aventurier aussi, là, même dans son immobilité, et elle non, mais quand même les deux vont... Il arrive un peu à la manipuler quand même. Mais la manipulation a ses limites, d'où le dernier plan. Quand même. Mais il n'empêche que Hitchcock, il a conscience qu'il manipule aussi les femmes qu'il fait travailler. Et les femmes qu'il essaye de posséder à travers les rôles qu'il leur donne aussi. Hein, ça c'est sûr. Donc, beaucoup de choses à dire. C'est une pure folie ce film. Alors évidemment, il peut y avoir des limites parce que c'est un tel dispositif et procédé cinématographique que limite ça... Bah, oui, tu regardes ça, mais ça vide un petit peu le reste autour. Vous voyez, c'est un peu... C'est un film méta sur le cinéma. Mais après, ça peut saouler un peu, peut-être, également. C'est pour ça que je ne vais pas le mettre non plus au top du top du top des films de Hitchcock, parce qu'il y a une tension quand même. Mais que c'est presque un petit peu film de petit malin quand même. Alors là, vu comme c'est fait, et vu que ça a inspiré beaucoup de choses dans le cinéma, c'est une œuvre matricielle absolue, on le pardonne absolument, parce qu'il le fait avec malice aussi, il le fait avec la patte Hitchcock, voilà, avec une composition qui n'est pas de Bernard Herrmann d'ailleurs aussi, c'est très intéressant. Et voilà, tout se développe sous nos yeux d'ailleurs, tels les clichés qu'il va développer peut-être après, ou qui fait ça à son niveau, au niveau du travail d'habitude. D'ailleurs, au début, on le voit, hein, il a ses trophées visuels, appareil cassé, appareil qui marche. On nous présente vraiment bien l'envers du décor du gars. Hein. C'est un peu Dieu assis dans son fauteuil. Un Dieu qui va se rendre compte que le monde qu'il croit pouvoir créer par ses fantasmes et son obsession, ce monde va lui échapper. De toute façon. Et peut-être Hitchcock aussi, des fois, il se dit que ces films peuvent lui échapper, peut-être aussi avec ce discours-là. C'est pas forcément sûr à chaque fois qu'il aura la bonne attitude, surtout avec ses actrices, et la façon dont il fait les films qui ont plus réussi que d'autres au final. Donc voilà, Fenêtre sur cours, 70 ans, beaucoup de choses à dire, et là j'ai été que partiel, forcément. De toute façon, tout a été écrit dessus, hein, donc voilà, c'est juste ma toute petite pierre, mon grain de sable à l'édifice. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, votre rapport à celui-ci, ce qu'il vous a apporté dans votre cinéphilie et sa place, si vous souhaitez aussi, hein, ouvrir sur cela dans la filmographie d'Alfred Hitchcock. Et je vous dis à la prochaine, ciao!